Europe 1 Soir. 19h, 21h, Clélie Mathias. Et je reçois ce soir Philippe Juvin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine, rapporteur général du budget, professeur de médecine, chef des urgences de l'hôpital européen. Georges Pompidou, bonsoir à vous. Et soyez le bienvenu. Également avec moi dans le studio d'Europe 1 Soir, Adrien Matou, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Et Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant. Bonsoir. Également Jean-Michel. On va évidemment parler de ce texte sur la fin de vie qui a été adopté, vote solennel aujourd'hui, je le disais dans le journal, un vote serré. Philippe Juvin, il n'y a pas de suspense, vous avez voté contre, vous étiez engagé contre ce texte. Pour vous, c'est une rupture civilisationnelle ? Non, mais avant, il faut se poser 2-3 questions. Excusez-moi, mais même plus que 2-3. Oui, 2-3 questions. C'est que d'abord, en France aujourd'hui, quand on meurt et qu'on a besoin de soins palliatifs, une fois sur deux, on n'y a pas accès. Et on sait tous qu'il y a des endroits où on est bien soigné et des endroits où on n'est pas bien soigné. Tous, on le sait. Et un des sujets est fondamentalement là, c'est que moi je crains qu'un des risques de cette loi, c'est que du coup les gens choisissent l'euthanasie ou le suicide assisté par défaut d'accès aux soins. C'est un sujet absolument fondamental. Après, il y a des questions de principe qui sont importantes. Première question de principe, est-ce que l'État peut participer d'une façon ou d'une autre à la mise au point d'une procédure qui donne la mort ? Moi, je crois que l'interdit de donner la mort est un principe absolu. Et si vous acceptez des exceptions aujourd'hui à un principe absolu, vous vous mettez dans la position que demain, d'autres auront d'autres exceptions à vous mettre en avant. Et puis moi, je suis médecin et je ne veux pas, quand j'entre en blouse blanche dans la chambre d'un malade, que celui-ci ait à se poser la moindre question sur la nature de ma venue. Il va falloir revoir le serment d'Hippocrate ? Ah oui, puisque le serment d'Hippocrate dit très clairement je ne donnerai pas intentionnellement la mort. Par définition, l'euthanasie, le suicide assisté, puisque désormais on va demander, si la loi est votée, elle ne l'est pas encore, il y a encore le Sénat, la troisième lecture, etc. Mais si la loi venait à être votée en l'état, un médecin pourrait avoir à donner la mort, donc par définition, il faudrait modifier le serment d'Hippocrate, oui, ça c'est certain. Les débats ont été très, très vigoureux, très vifs à l'Assemblée, et le vote a été assez serré. Mais il y a eu, là, cet après-midi, quand même, des renversements. Les députés qui ont décidé de refaire, parce que ça avait changé, alors je vais essayer de faire simple, de refaire de l'auto-administration de la substance létale la règle et l'administration par un soignant l'exception. Et puis, le texte prévoyait que le patient doit présenter une souffrance physique ou psychologique, mais les députés ont supprimé cette notion et ils ont précisé qu'une souffrance psychologique seule ne pouvait en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir. Ces deux points-là, où il y a eu une sorte d'adoucissement, j'allais dire, on est un peu revenu en arrière, un retour en arrière en tout cas, ça n'a pas fait pencher ou basculer votre vote. Non, mais pour plusieurs raisons. D'abord, pour que les gens comprennent bien la différence entre suicide assisté et euthanasie. Le suicide assisté, c'est quand moi, médecin, c'est ce qui se passe dans l'Oregon, en Amérique du Nord. Je vous délivre, après vous avoir examiné des conditions, etc., une ordonnance. Vous allez acheter à la pharmacie une petite pilule, une solution en fait. Vous rentrez chez vous, vous l'avalez et vous mourrez. Ça, c'est le suicide assisté. C'est vous-même qui vous le délivrez. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de noter que 40% des gens qui vont chercher la solution, finalement la laissent dans leur table de nuit, ne la boivent pas. Voyez, ça laisse la place à une ultime réflexion. Plus qu'ultime, puisque 40% des gens ne la prennent pas. C'est très différent de l'euthanasie, où là, vous prenez un rendez-vous, et quelqu'un vous pose une perfusion, et vous administre un médicament, et qui vous tue. Et dans la loi actuellement, et c'est un des reproches que je fais à cette loi, la règle, c'est le suicide assisté, mais si le patient ne le souhaite pas, ne le souhaite pas, c'est pas très clair, c'est l'euthanasie. Or, dans tous les pays où il y a les deux techniques qui existent, en fait, le suicide assisté a disparu au profit quasi uniquement de l'euthanasie. Les chiffres sont les suivants. Au Canada, en 2021, il y a eu 10 000 euthanasies pour 7 suicides assistés. Parce que quand les gens, évidemment, ont le choix, c'est plus facile, pardon de le dire un peu crûment, que quelqu'un le fasse pour vous, que vous le fassiez vous-même. Et c'est vraiment une rupture, parce que le suicide assisté seulement de l'Oregon, qui pose des problèmes importants de la place de la mort quand même de la société, j'aurais été aussi opposé, mais le suicide assisté permet aux patients, au dernier moment, de dire non. C'est plus compliqué quand vous êtes dans un rendez-vous d'euthanasie. Puisque vous parlez d'exemple, si ce texte de loi finit par passer au bout du chemin parlementaire, que se passe-t-il pour Charles Bietri, l'ancien journaliste sportif qui a médiatisé son combat contre la maladie de Charcot, qui est prêt à aller en Suisse? Alors moi, d'abord, moi je ne sais pas, c'est lui qui choisira. Voilà, c'est lui qui choisira. Donc je ne vais sûrement pas parler d'un cas particulier. Je vais vous dire quand même 2-3 choses. Prétendre que... d'abord, il y a une loi qui s'appelle la loi Leonetti actuellement, qui permet... Moi, je l'ai utilisée de nombreuses fois. C'est mon métier, je suis urgentiste, j'étais réanimateur.
Ça permet en fait d'endormir profondément. C'est une anesthésie générale. On appelle ça la sédation profonde. Mais c'est une anesthésie générale. On endort les gens à la fin de leur vie pour que leur dernier jour se fassent endormis, qu'ils ne souffrent pas. Toute personne qui est dans cette situation de souffrance ou qui a besoin d'un appareil pour survivre. Vous savez que la maladie de Charcot, à partir d'un certain moment, on a des difficultés à respirer telles qu'il faut avoir un petit appareil qui vous aide à respirer. Eh bien, dès lors que vous êtes, entre guillemets, éligible à ce type de support de la vie, vous êtes éligible à la loi Lorenzetti. Et d'ores et déjà, quelqu'un qui a la maladie de Charcot, qui a un appareil pour l'aider à respirer, peut demander aujourd'hui, en France, à ce qu'on l'endorme profondément. Donc, ça, c'est le grand sujet. Et puis, le deuxième sujet, c'est... on nous dit les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent. En fait, est-ce que la liberté absolue existe ? Les psychiatres savent bien que quand vous êtes dépressif, vous n'êtes pas libre. Et puis, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y ait des différences entre ceux qui sont riches et entourés et ceux qui sont pauvres et seuls ? On sait très bien que dans les pays où l'euthanasie et le suicide assisté sont légalisés, ceux qui ont accès, qui vont plus souvent vers le suicide assisté et l'euthanasie, sont plutôt des gens pauvres par rapport à ceux qui n'y vont pas, sont plutôt des gens seuls, sont plutôt des veufs et des veuves. Donc, il y a une question sociale qui est assez intéressante, je trouve, et il y a quelques voix de gauche qui se sont levées, dont Potier, qui est un socialiste, Peu, qui est un communiste, et qui ont dit, comme moi, que en fait, les individus ne sont pas seuls, nous vivons en société. Alors avant de laisser la parole à Jean-Michel Salvatore et Adrien Matou, juste une petite question, est-ce que vous pensez qu'il fallait en faire un sujet de référendum, parce que les Français y étaient plutôt favorables à trancher par référendum? Non, parce que d'abord au référendum, vous savez qu'on ne répond jamais à la question qui est posée, on répond toujours à la personne qui pose la question. Deuxièmement, ça dépend aussi de la question que vous posez. Si je vous pose la question, voulez-vous mourir dans d'atroces souffrances? La réponse, ça va être quoi? Donc, vous voyez qu'en fait, il y a un biais terrible quand on pose les questions. Il faut entrer dans une loi qui est technique, quand même. Il ne faut pas la regarder de loin. Aujourd'hui, cette loi, elle n'a pas de critères stricts. Elle vous permet d'avoir l'euthanasie en 2 à 17 jours. Au Canada, 3 mois de réflexion. En Belgique, 1 mois de réflexion. 2 à 17 jours. Vous n'avez jamais eu envie de mourir un jour et de vouloir vivre 2 jours plus tard? Moi, si. On continue d'en parler, évidemment, beaucoup d'autres questions. Et je donnerai la parole à Adrien Matou et Jean-Michel Salvatore qui sont également avec moi. On reste ensemble, Philippe Juvin, juste après le journal permanent de Maël Hassani. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Clélie Mathias. Et je suis toujours en compagnie de Philippe Juvin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine et chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou. En compagnie également d'Adrien Matou, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, et Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant. On parle évidemment de l'adoption de la loi sur la fin de vie, la création d'un aide à mourir. Et j'ouvre le débat à Jean-Michel Salvatore et à Adrien Matou. Jean-Michel, allez-y. Moi, j'avais une question pour vous, Philippe Juvin. Est-ce qu'il est exact que cette loi, si elle va jusqu'au bout, sera la plus permissive du monde? Première question. Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Parce qu'on a le sentiment qu'il y a une certaine radicalisation de tous ceux qui plaidaient pour cette loi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce texte a-t-il été modifié dans un sens beaucoup plus laxiste que précédemment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est une loi qui est plus laxiste, on va dire, permissive, que les pays voisins, sur plusieurs exemples. D'abord sur le délai, j'en ai parlé tout à l'heure, 2 à 17 jours. Sur les critères, en fait, on s'est présenté comme une loi de fin de vie, mais la rédaction des critères fait qu'en fait, ça va s'adresser à des patients qui ont des maladies avec lesquelles ils peuvent vivre plusieurs années. Par exemple, je rentre dans le détail, mais puisque vous me posez la question, un des critères, c'est une maladie incurable en phase avancée, qui engage le pronostic vital. Quand vous avez un cancer du sein avec des métastases osseuses, c'est une maladie à un stade avancé, qui peut dans certains cas être incurable, mais vous pouvez aussi, qui engage le pronostic vital, mais vous pouvez avoir plusieurs années à vivre avec. Donc on est éligible? Ce n'est pas une fin de vie, c'est pas une loi de fin de vie. Ça va s'adresser à des gens en fin de vie très clairement, bien sûr, mais pas simplement. Ça c'est un des éléments, et puis il y en a d'autres qui font que c'est permissif. Et, par exemple, nous on avait dit, si on est déficient mental, si on est sous tutelle, si on est sous curatelle, on ne peut pas avoir accès à l'euthanasie. Donc ça, c'est incroyable. Quel est l'argument? La grande liberté, c'est-à-dire que les gens nous disent, moi évidemment, j'aurais dit, mais attention, on est fou, on est en train de dire à quelqu'un qui est sous tutelle, qui n'a pas le droit de signer un chèque, oui, vous avez le droit de demander l'euthanasie. Je trouve ça absolument déraisonnable. Alors, qu'est-ce qu'on me rétorque? On me dit, quelqu'un sous tutelle peut avoir un discernement suffisant. Et vous voyez, sur tous ces éléments, je trouve qu'on ouvre en fait la boîte de Pandore.
Et puis, dernier exemple, mais il y en a vraiment beaucoup, la collégialité. On pourrait imaginer que dans une situation aussi importante, quand vous demandez l'autorisation d'avoir accès à l'euthanasie, vous soyez examiné par plusieurs médecins, psychiatres, etc. En fait, vous pourrez ne voir physiquement qu'un seul médecin. Alors, vous pouvez en voir un deuxième, mais il n'est pas obligé de vous voir, il peut regarder votre dossier. Pas d'avis d'un psychiatre, pas d'avis du médecin traitant, qui pourtant vous connaît. Tout ça fait que c'est expéditif, et puis les critères sont assez flous, en fait. Adrien Matou. Est-ce que, alors on a bien compris que vous étiez opposé à la loi qui a été votée, est-ce que malgré tout, dans votre esprit, il y avait un chemin pour aller plus loin que la loi Leonetti, parce qu'on constate quand même qu'il y a une certaine demande sociale pour une évolution de la législation. Est-ce que pour vous, on pouvait avancer sans aller trop loin, quelque part? Mais pourquoi on meurt mal aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on meurt mal. On meurt mal parce que vous n'êtes pas égal devant l'accès aux soins. Donc c'est les soins palliatifs finalement. Alors pas seulement en fait, une personne sur deux effectivement qui meurt, qui a besoin de soins palliatifs. En France, il n'y a pas accès. Je crois que c'est 500 personnes tous les jours qui décèdent sans soins palliatifs dont ils auraient besoin. Mais il n'y a pas que les soins palliatifs, il y a le reste. Vous pouvez aussi mourir mal parce que vous avez mal. On ne dépend pas tous des soins palliatifs. Je veux dire que le fait d'être dans une situation où vous n'êtes pas seul, vous voyez, la solitude. Ça, c'est pas du soin palliatif, mais la solitude sociale est un facteur qui fait, dans les pays où c'est légalisé, que vous le demandez plus. Donc c'est la pauvreté, et c'est la solitude, et c'est l'accès aux soins, qu'il aurait fallu d'abord travailler. Mais pour ça, pour faire en sorte que 100% des Français qui ont besoin de soins palliatifs aient accès aux soins palliatifs, il faut des années, parce qu'il faut former les gens. Ce n'est pas qu'un problème d'argent. Alors, on pourrait continuer évidemment longtemps et longuement à parler de ce sujet. Peut-être d'ailleurs qu'on en reparlera, puisque le chemin parlementaire n'est pas terminé. Le texte repasse au Sénat, et puis ensuite de nouveau. Il va revenir à l'Assemblée nationale. Donc vous reviendrez pour nous en parler. C'est une histoire sans fin. Mais c'est un texte majeur et c'est important qu'on y passe le temps nécessaire. Philippe Juvin, vous publiez aussi aujourd'hui une tribune dans l'Opinion qui n'a alors vraiment rien à voir avec ce sujet. Vous dites le brut égale le net, rendre aux salariés le fruit de leur travail. Et j'ajouterais de la lisibilité sur les fiches de paie. Expliquez-nous. Alors, vous rompez avec le modèle social, l'idée de redistribution et tout ça ? D'abord, est-ce que vous avez déjà regardé votre fiche de paye? Moi, quand je la regarde, je ne comprends rien. C'est bien simple. Il y a un nombre de lignes. Mais c'est surtout affreux. Tout dépend. Non, mais vous êtes d'accord. La soustraction. Vous êtes d'accord que c'est incompréhensible. C'est quoi la conséquence de ça? C'est qu'en fait, on a le sentiment que le travail n'est pas bien récompensé, et les gens se disent, au fond, le brut étant tellement important que travailler plus ne va pas vraiment changer ma vie. Donc ça c'est la première observation. Deuxième observation, nous avons un modèle social, parce que le brut, il faut bien comprendre, mais ça les gens le savent, ça sert à quoi? Ça sert à financer la sécurité sociale. Le problème, c'est qu'on a un modèle social qui est essentiellement financé par le travail. Avec une population qui vieillit, avec un chômage de masse, forcément, le nombre de gens qui cotisent par leur travail à financer la sécurité sociale s'amoindrit. Et donc, on a une vraie difficulté de financement de la sécurité sociale, uniquement par le travail, d'ailleurs à tel point qu'aujourd'hui, c'est le budget de l'État qui vient en sécurité, réinjecter de la TVA, etc., etc. Et puis enfin, troisièmement, il y a un problème de pouvoir d'achat en France. On le voit bien. Vous savez, les statistiques, malheureusement, ne manquent pas. Un Américain et un Français avaient quasiment le même pouvoir d'achat dans les années 80, quasiment, voilà, relativement à la richesse nationale, etc. Aujourd'hui, on est 40% dessous. Mais alors, comment on finance la solidarité? Alors, effectivement, si le brut égale le net. Mon idée, c'est vous recevez non plus le net, mais le brut, hors CSG, CRDS, vous voyez, ce qui fait que ça vous augmente votre pouvoir d'achat, on va dire, de 15%, on va dire en très grande moyenne. Cette augmentation du pouvoir d'achat, ça rentre dans votre poche. C'est quoi l'effet négatif? L'effet négatif, c'est qu'il va manquer, on va dire 110 milliards, 120 milliards à la sécurité sociale. Et la question, c'est comment on les retrouve. En fait, il y a plusieurs éléments. Ça, je mets ça sur le débat, mais très clairement, les 110 milliards qui sont réinjectés dans le pouvoir d'achat vont créer donc un peu d'impôt sur le revenu, vont créer un peu de TVA parce que vous allez consommer, vont créer un peu d'impôt sur les sociétés parce que celles-ci, évidemment, vont bénéficier, etc. etc. Et on s'y retrouverait Non, on ne s'y retrouve pas totalement. Il faudra probablement travailler sur d'autres facteurs, sur en particulier la question des
des abus, la question de la fraude, la question de la redéfinition. J'ai lu votre tribune, vous financement. proposez quand même, pour compenser, pour être clair, quand Il y a même, de la- d'augmenter il y a la TVA et la CSG. Absolument. Ah oui. Il y a tout un tas. Faites bien de le redire. Et je dis aussi Oui. la refonte également, dans la tribune, vous l'avez lu, la refonte également d'un certain nombre de dispositifs d'ordre social. C'est-à-dire que moi, je reste persuadé que, par exemple, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la prime pour l'activité, c'est 10 milliards d'euros, qui est en fait une trappe à bas salaire, parce que vous avez la prime Ouais. d'activité, vous n'avez plus intérêt en réalité à travailler plus. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même le Donc, montant tout des ça- prestations? On peut peut-être jouer sur le montant des prestations aussi, ou vous pensez que c'est... des prestations. C'est-à-dire qu'on pourrait penser par exemple qu'en baissant ou en arrêtant d'indexer les retraites sur toutes les retraites sur l'inflation, on gagnerait un petit peu de marge de manœuvre qui pourrait, sans supprimer les cotisations comme vous voulez Peut-être, comme votre alors projet, peut-être. les baisser. Peut-être, ce qui est certain, c'est que si vous incitez les gens à travailler plus, à travailler plus longtemps, plus tôt dans la vie, un peu plus tard dans votre vie, vous aurez aussi moins de dépenses liées à l'assurance chômage, par exemple. Oui. Dans l'article, je suggère aussi de revoir les règles d'indemnisation du chômage. Bref, en fait, on a un système, et c'est tout le sujet, je crois, qui n'incite pas au travail. Et il n'incite pas au travail, à la fois par votre fiche de paye, vous ne savez même pas combien vous gagnez, parce qu'en vrai, c'est que les gens ne savent pas combien on coûte chacun à l'employeur. Le Et super brut. le On super appelle brut, alors, il est totalement inconnu. Le brut, le super brut, pour que les gens comprennent, c'est votre salaire net, ce que vous avez dans votre poche, mais aussi vos cotisations salariales et patronales, etc., etc. Et donc, ce que vous coûtez, en fait, à votre employeur. Enfin, tout le monde l'ignore, personne ne le sait. Je pense qu'il faut redonner de la lisibilité aux choses et surtout inciter les gens à travailler. Et moi, je pense que la France meurt. Un des éléments de la mortalité de la France, si je puis dire, c'est que nous ne travaillons pas assez. Quand vous comparez le nombre d'heures travaillées en France divisé par le nombre de Français qui travaillent, nous sommes à la queue de l'OCDE. Alors c'est vrai que c'est assez séduisant, mais est-ce que vous avez fait une simulation sur votre idée? Parce que bon, évidemment, c'est extrêmement risqué, et quand on voit les déficits publics aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de se tromper à 5 milliards près, 10 milliards près, 20 milliards près? En fait, Philippe Juvin, je vous demande une réponse très courte. C'est difficile, je sais. Pour baisser le déficit, il y a 3 manières. Soit vous augmentez les impôts, on est champion du monde, donc on va essayer de ne pas le faire. Soit vous baissez votre dépense, et vous dépensez mieux, ça il faut absolument le faire. Soit vous augmentez, et ça il faut le faire en plus, vous augmentez l'activité. Le nombre, vous créez la création de richesse dans le pays. Et ce que je veux à travers ça, en fait, c'est concourir à ce que les gens aient intérêt à travailler plus, à produire plus, et donc à créer plus de richesse. Je veux dire, si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ce type de mesures, en fait, on n'y arrivera pas. Et d'année en année, la charge de la dette va augmenter de telle manière que, c'est déjà presque le cas, la charge de la dette est la première dépense de l'État. Et moi, je préfère payer des services publics plutôt que de payer des fonds de pension américains à qui j'ai prêté de l'argent il y a quelques années. Merci beaucoup Philippe Juvin d'être venu ce soir dans Europe 1 Soir. On vous libère. Je reste avec Adrien Matoué, Jean-Michel Salvatore. On parlera du double cordon sanitaire maintenant voulu par le gouvernement. Juste avant, une annonce quand même. Thomas Hill, Anissa Haddadi et toute l'équipe de Culture Média vous donnent rendez-vous de 10h à 11h30 sur Europe 1 tous les jours. Toute l'actualité culturelle, médiatique avec ceux qui la font. Demain, émission exceptionnelle en direct de l'Olympia dans les coulisses de la 51e cérémonie des Césars, à voir demain en direct, en clair et en exclusivité sur Canal+, et à suivre sur Europe 1. Restez à l'écoute d'Europe 1 Soir, on se retrouve dans quelques instants.